Bon, quand même une précision, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. Je ne suis pas constitutionnaliste, c'est sans faux. Et évidemment, je ne suis pas internationaliste au sens qui a été utilisé, par exemple, tout à l'heure par Hélène Thémard. Autrement dit, si je suis là, c'est tout simplement parce que je réponds à une mise en demeure de l'organisateur principal de ce colloque, de Patrick Charlot. Donc je ne vais pas le remercier. Je vais mettre dans cette situation un peu ridicule ce matin. D'autant que les petites réflexions que j'ai eues avant de venir vous parler m'ont mis dans une difficulté cérébrale et dans une pathologie qui est le propre d'ailleurs d'au moins tous les Nord-Africains. Tellement il devient évident qu'il est difficile de parler de droit à l'âge qui est le nôtre, y compris lorsqu'on est dans une université française. Ce que l'on m'a demandé d'évoquer devant vous, c'est la question apparemment classique de la réception du droit international par les droits constitutionnels, avec une illustration sur les pays maghrébins. La précision est en fait que, pour des raisons documentaires, je ne parlerai que de la situation marocaine, tunisienne et algérienne. Peut-être une allusion à la Mauritanie. Comme vous le savez, la place du droit international ne constitue pas la préoccupation première des constituants des pays d'Afrique du Nord. Il s'en faut beaucoup. Comme pour d'autres pays, on a la définition, à savoir qu'une constitution, c'est avant toute chose et pour l'essentiel, un acte qui devrait régir l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs politiques, spécialement le pouvoir dominant de l'exécutif, on a fait des allusions par 2 fois ce matin, même si on peut y trouver à un niveau ou à un autre du discours politique que cette constitution porte, le véhicule, l'expression des droits et l'expression d'obligations, l'expression également de libertés reconnues, au moins à titre de principe, à des personnes, si possible en englobant dans les personnes de nationalité étrangère. En tout cas, tout cet ensemble pouvant être accompagné d'un mécanisme qui est destiné à donner un peu d'efficacité, un chouïa d'efficacité, puisque le terme chouïa est français, un chouïa d'efficacité aux règles que l'on peut trouver dans ce texte constitutionnel. Ce qui ne veut pas dire que le droit international soit ignoré ou n'y tienne pas un rang plus ou moins important. Il y a un certain nombre d'études approfondies, je dois dire convaincantes, ont pu être consacrées au phénomène de l'internationalisation des constitutions nationales, en particulier la thèse d'Hélène Thémard, dont on a eu un écho pas très lointain ce matin. Et ces études permettent de prendre acte de la pénétration croissante des normes d'origine internationale dans les systèmes constitutionnels, quand ce ne serait également d'un développement de la prise en considération par les constitutions du rapport de l'État avec le droit international. Les constats qu'on peut faire à travers ces études, l'exposé de tout à l'heure, peuvent inciter à de l'optimisme. En tout cas, si le droit international peut, par le détour du droit constitutionnel, avoir un peu plus d'efficacité, si bien, pour faire une petite allusion historique au XXe siècle, que l'on a pu écrire dans un cours académique de droit international, on a pu écrire il y a à peine une quarantaine d'années, avec sans doute un peu d'amertume, que l'ordre juridique interne assume, continue peut-être d'assumer historiquement le rôle de garant de l'efficacité du droit international. Si l'on cherche à s'appesantir sur
la réception du droit international dans les constitutions, et seulement dans les constitutions de certains pays d'Afrique du Nord, c'est-à-dire de l'intégration, finalement, du droit international dans les ordres juridiques des 3 pays sur lesquels je me prononce, c'est tout simplement parce que cela constitue la première réponse des États qui sont tenus de satisfaire à leurs obligations internationales. Encore faut-il se souvenir, pour ce qui nous concerne ce matin, qu'il s'agit d'États, je ne suis pas là, il s'agit d'États qui accèdent à l'indépendance dans une période relativement récente. Et le discours que ces pays tiennent sur cette souveraineté acquise reste nuancé, non pas tellement, me semble-t-il, à cause des différences qui tiennent à leur régime politique, mais selon toute vraisemblance, parce que les modes d'accès à l'indépendance ont été des modes d'accès plus ou moins violents. Chacun sait que, par exemple, l'Algérie a connu une colonisation de peuplement bien plus longue que les protectorats que l'on a connus en Tunisie et au Maroc. Et il y a donc des traces déjà de cette différence qui vont peut-être se faire ressentir sur le sujet que je traite, que j'essaie de traiter. Toujours est-il qu'il faut pour ces 3 pays revendiquer, voire même déclamer leur souveraineté, déclamer en affirmant que l'État est à l'origine du pouvoir, au moins sur leurs territoires nationaux, étant entendu que le pouvoir alors s'affiche comme l'autorité politique qui protège et qui lutte contre l'extérieur, l'extérieur étant pour nous ce matin incarné exclusivement par le droit international. De sorte que l'État n'accepte de l'extérieur que ce à quoi il consent de manière expressive. Et cette récupération, finalement, du rousseauisme va être bien entendu utilisée à des fins strictement locales, strictement internes. Elle va être utilisée singulièrement contre les populations, raison pour laquelle les défis que pose la mondialisation à la souveraineté des États vont être assez longtemps, le plus longtemps possible, occultés au niveau même de ces États. Au sortir de la période coloniale, l'Algérie, le Maroc, mais aussi évidemment la Tunisie, épousent comme une évidence le schéma de l'État-nation. Ces pays se dotent plus ou moins rapidement de constitution, la Tunisie en 1959, le Maroc en 62, l'Algérie en 63. Et si l'on fait abstraction des nuances, et vraiment des nuances relatives à leur régime politique, on peut voir que les 3 pays vont organiser un mode de gestion du pouvoir sur la base de la fiction selon laquelle le pouvoir appartient au peuple, et en vérité vont le caractériser par un autoritarisme appuyé. Mais en même temps, ces 3 pays doivent organiser leurs relations extérieures. Et le recouvrement des souverainetés nationales implique nécessairement un agencement de leurs relations avec les autres États, avec les organisations internationales, et évidemment, au premier chef, avec l'Organisation des Nations Unies. Dans cette perspective, la place du droit international ne va pas être négligeable, d'autant plus que le phénomène de décolonisation va coïncider avec un processus d'internationalisation accentué du droit. Car la compétence du droit international au sens matériel du terme n'est pas limitée par les ordres juridiques nationaux, si bien qu'il est clair que la mondialisation va générer un déplacement des lieux de fabrication du droit. Quand ce ne serait pas une modification du contenu du droit en direction de la sphère internationale. Ce qui, semble-t-il, là, coïncide finalement avec le projet historique du droit international. L'objet du droit international
ce n'est plus seulement d'organiser des relations interétatiques, ça va être également, il va avoir également pour objet de prendre en charge les relations économiques internationales et la protection des personnes, pour ne rien dire de la faune et de la flore. Si on fait abstraction du recours à des juridictions internationales, il reste que la mise en œuvre du droit international va passer par la mobilisation des droits internes des États et donc inévitablement par le détour du droit constitutionnel. Et là, la première lecture, ou plus exactement la lecture des premiers textes constitutionnels de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, va permettre déjà un certain nombre de constats. Premier constat, les constituants ont du droit international une conception qui est limitée aux normes conventionnelles. Il semble, par voie de conséquence, exprimer soit une méfiance, soit une réserve à l'endroit d'autres sources du droit international, les coutumes et les principes généraux pour les nommer. Et s'ils estiment que ces sources du droit doivent être regardées avec retenue, avec circonspection, ce n'est pas tellement parce que ces pays n'ont pas participé à l'élaboration des principes généraux ou des coutumes. Je crois que c'est plutôt parce que ces normes du droit international ne sont pas contrôlables. Elles ne sont pas contrôlables par les pouvoirs de ce que l'on nomme alors de jeunes États. Deuxième constat, il faut également relever qu'il est toujours question de traités susceptibles de ratification, jamais d'accords en forme simplifiée, c'est-à-dire d'accords qui ne seraient conclus que par le simple jeu d'une signature. Alors il est vrai que les constitutions de ces trois pays sont toujours conçues, on l'a déjà dit, même si on ne l'avait pas dit, tout le monde le sait, elles sont toujours conçues pour asseoir le pouvoir du chef d'État. Et cette approche peut alors expliquer le désintérêt pour les accords en forme simplifiée, puisque la vocation des accords en forme simplifiée, c'est le plus souvent de contourner les prérogatives du pouvoir législatif. De la même façon, c'est une autre constatation qu'on peut faire, c'est en vain que l'on chercherait dans les constitutions une indication, c'est possible des indications, sur l'applicabilité des actes des organisations internationales, des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, même si les trois pays ont très rapidement rejoint l'ONU au lendemain de la proclamation de leurs indépendances. Et le regard sur ces sources du droit international, tout bien considéré, ne semble pas avoir évolué. Les textes constitutionnels actuellement en vigueur, je supposais que la notion a du sens dans ces pays, ne se référant que finalement au traité. J'ajoute que si aucun des trois pays ne se fait faute de mettre en place des procédures d'approbation, de ratification des conventions internationales pour lesquelles, évidemment, le président de la République ou le roi, s'agissant du Maroc, tiennent une place centrale, il faut quand même observer que seule la Tunisie s'est préoccupée, dès l'adoption de son premier texte constitutionnel, donc pratiquement à l'indépendance, de la place que devaient occuper les traités dans son ordre juridique, en les faisant d'ores et déjà, dès 1959, prévaloir sur lui. En revanche, aucun des constituants ne s'est préoccupé ou ne s'est intéressé fondamentalement à la question sensible de la publication des traités, ce qui évidemment va poser la question de leur réel impact sur le plan pratique. Les premières constitutions des trois pays sont évidemment, David Lagoun y reviendra sans doute cet après-midi, sont évidemment teintées d'un nationalisme appuyé par la référence que leurs textes, surtout leurs préambules, peuvent faire à l'histoire coloniale, mais aussi parce que la protection des personnes est envisagée comme une norme constitutionnelle, et une norme constitutionnelle exigeant l'intervention du seul législateur pour que l'objectif de protection soit réalisé.
Le droit international relatif aux droits des personnes n'est pas à ce stade sollicité, même si la Constitution algérienne de 1963 a exprimé son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais un observateur beaucoup plus attentif que moi me faisait observer que c'était tout simplement une conséquence des accords d'Évian. Une contrainte d'un accord international sur réserve de qualification, on ne va pas revenir sur ce débat, une contrainte imposée dans le cadre des accords d'Évian sur la Constitution, la première Constitution algérienne. Donc adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et même si également le texte constitutionnel, le premier texte constitutionnel tunisien a évoqué dans son préambule une fidélité, je cite, aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des peuples attachés à la dignité humaine. Alors sur ce sujet, les constitutions, il faut le dire très clairement, sont beaucoup plus un leurre que le prélude de certains à la consécration de ce que moi je continue à appeler les droits humains pour essayer de ne pas parler des droits de l'homme. Autre remarque, ces constitutions initiales, les constitutions initiales de ces trois pays vont évidemment subir quelques modifications, mais de très nombreuses et, j'ose le dire, de trop nombreuses modifications. Je crois que c'est un euphémisme de dire qu'il ne faut pas rechercher la cause de ces modifications dans la question de la place du droit international dans les ordres constitutionnels des trois États. La Constitution tunisienne, elle a connu pas moins d'une douzaine de modifications jusqu'à l'adoption de la plus récente, celle de janvier 2014. Celle du Maroc a connu pas moins de 5 modifications jusqu'à l'adoption de celle qui est actuellement en vigueur. En vigueur, vous savez quelle vigueur je donne au sens en vigueur. Et quant à l'Algérie, elle s'est singularisée par une absence de constitution depuis le coup d'État du 19 juin 1965, dont Jean-Pierre Collin pourrait vous reparler, jusqu'en 1976. Elle s'est ensuite singularisée par une succession de constitutions en 89, 96, le dernier texte ayant fait déjà l'objet de 2 séries d'amendements, et un troisième étant annoncé comme par hasard juste après ce que l'on a nommé une réélection présidentielle. Le constat le plus simple à faire, le plus évident, c'est qu'il y a une instabilité de la norme constitutionnelle. Pour ne pas dire une tendance forte à la manipulation de la norme constitutionnelle par le pouvoir, et ces modifications, manipulations, finalement, sont, comme vous le savez mieux que moi, destinées soit à exclure toute alternance, soit, pour les plus naïfs d'entre nous, à offrir l'illusion que l'alternance est possible. En tout état de cause, l'annonce de modification ou la modification des constitutions, elle est parfois provoquée par des contestations internes de plus ou moins grande ampleur, contestations qui portent en réalité sur la légitimité des pouvoirs en place. Comme vous le savez, ça a été le cas en Algérie à la suite des émeutes d'octobre 88, et plus récemment en Tunisie. Et un certain nombre d'observateurs considèrent que la constitution marocaine de 2011 n'est rien de plus, rien de moins qu'une anticipation de la contestation populaire, et donc finalement un mode de gestion de crise majeure. Si l'on tient compte, 30 secondes, vous voyez que je suis très éloigné des conflits de loi, qui sont mon terrain de jeu habituel. Si l'on tient compte de la nature des régimes politiques qui sont en place, eh bien il apparaît que si les constitutions ont au départ été octroyées, à se souvenir de la manière dont elles ont été conçues, et encore mieux vaut ne pas trop lire les travaux préparatoires, à se souvenir de la manière dont elles ont été appliquées, et à se souvenir de la manière dont elles ne sont pas appliquées,
eh bien, celles qui aujourd'hui sont de droit positif, celles qui s'inscrivent dans les ordres juridiques considérés, répondent peu ou prou, répondent dans l'urgence, quand elles ne répondent pas dans la précipitation, à une revendication sociale, en même temps qu'elle coïncide avec la mondialisation du droit, je ne peux pas occulter, et de façon générale avec cette plus grande porosité qui existe désormais entre droit international et droit interne. Les contestations sociales ont donc trouvé leur racine dans le mépris par le pouvoir en place des individus, on appelle en arabe la hawla, le contre-champ de la dignité. Racine également dans le mépris des besoins essentiels des populations et de leurs aspirations plus ou moins bien exprimes. Au-delà de la diversité des autres, le paramètre commun de ces contestations a été, et donc reste, et restera sans doute pendant longtemps, au premier chef, une revendication de dignité, si bien que les droits humains qui sont inscrits dans un certain nombre de textes de droit international, à vocation universelle ou régionale, peu importe, ont été explicitement ou non, souvent au cœur des aspirations des uns et des autres. Or, s'il est vrai que le droit international est de nature à limiter la liberté des pouvoirs en place, la liberté des pouvoirs des appareils étatiques, et que ces limitations ne souffrent aucune présomption, alors la réception du droit international exige un contrôle de son insertion dans l'ordre juridique national, contrôle qui peut avoir alors pour contrepartie, et à cette condition seulement, la suprématie de la norme internationale par rapport au droit interne. J'évoquerai, si vous me le permettez, donc ces deux aspects plus ou moins rapidement. J'étais obligé de resituer dans le contexte historique et politique le sujet pour ne pas faire dans le positivisme trop. Sur le contrôle de l'insertion, ce que l'on peut dire au départ, c'est que dans l'absolu, aucun État ne peut concevoir d'existence sans relation internationale et donc sans recours au droit international. Mais l'essentiel va résider dans le fait que l'État essaye de préserver l'autonomie de sa volonté et qu'il reste toujours en mesure d'exprimer cette volonté de souscrire ou de ne pas souscrire à l'engagement international. Et donc cette liberté de conclure ou de ne pas conclure, qui d'ailleurs passe sous silence les rapports de force internationaux, et les rapports de force qui font la réalité des négociations internationales, va s'exprimer de manière formelle dans les constitutions. Sous réserve en effet de ce qui peut exister dans le cadre de la construction d'entités régionales, type Union européenne, ou type, on peut rêver, Constitution du Maghreb, le droit international ne se préoccupe pas de l'organisation des États et surtout ne leur impose aucune obligation d'intégrer une norme d'origine internationale dans les ordres juridiques nationaux. Ce sont donc les constitutions, et seulement les constitutions, qui vont indiquer les modalités d'incorporation dans les ordres juridiques du droit international conventionnel, ce qui est une faiblesse congénitale du droit international. C'est cette réception qui est censée permettre l'intégration du droit international dans un ordre juridique interne, en d'autres termes, de lui donner une validité dans cet ordre juridique. Elle est du reste la manifestation de la souveraineté de l'État considéré, plus, me semble-t-il, qu'une conséquence en quelque sorte inévitable du dualisme des ordres juridiques. Quand il me semble-t-il, je ne fais que reprendre les meilleurs auteurs. Dès lors, par conséquent, la possibilité de limiter l'importance du droit international dans un ordre juridique et donc de maîtriser son application par les différents organes de l'État, en particulier, je m'excuse de le dire, en Europe on insiste trop sur les organes juridictionnels, sans voir la capacité de nuisance des instances administratives. Cette possibilité de maîtriser l'application finalement du droit international au niveau des différents organes de l'État
Elle est offerte au pouvoir par le contrôle traditionnel de l'insertion des normes d'origine internationale, et évidemment, sans originalité aucune, les instruments qui sont convoqués pour cette raison, à cet effet, dans ce but, sont, vous le savez, la ratification, l'approbation du traité, mais également la publication de la norme de droit international. Je ne vais pas m'étendre, vous le trouverez dans mon texte, sur les différents mécanismes d'approbation et de ratification qui ressemblent aux mécanismes que l'on retrouve dans les ordres constitutionnels européens, singulièrement dans la Constitution française, qui est toujours sollicitée pour que l'on extrait le meilleur qui puisse servir les pouvoirs exécutifs. Mais pour aller extrêmement vite, la ratification, c'est une prérogative du chef de l'État. Comme Hélène le rappelait tout à l'heure, le pouvoir ou le prétendu pouvoir législatif, disons les instances législatives, dans la neutralité conceptuelle, ont une capacité extrêmement restreinte dans le domaine de l'approbation. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces instances législatives n'ont aucune possibilité de qualifier tel traité ou telle convention internationale comme ressortissant de leur pouvoir d'approbation. Si bien que l'exécutif, le chef de l'État, peut décider ou ne pas décider, selon ses humeurs, de solliciter ou de ne pas solliciter. Je voudrais quand même vous dire un mot aussi de la question de la publication des traités. Parce que c'est une condition fondamentale de pénétration dans la réalité du droit international. Il ne suffit pas de dire la primauté du droit international sur le droit interne, encore faut-il que l'on puisse utiliser concrètement le droit international. Vous savez que la publication permet évidemment de connaître le contenu de la norme internationale, mais elle permet encore plus de rendre le texte opposable à l'État. C'est un effet extrêmement important. Elle permet au justiciable de connaître la teneur du traité, et par contre-coup, elle lui donne la possibilité de se prévaloir du traité si, évidemment, ce traité consacre des droits à son enfant. En bref, la publication, c'est une condition fondamentale de réception du droit international dans l'ordre juridique interne et partant une condition de son efficacité concrète, juridiquement concrète. Or, ce que l'on remarque, c'est que la question de la publication, elle est passée sous silence par la Constitution algérienne, de sorte qu'elle n'est pas une condition d'application du traité ratifié. Le chef de l'État n'est pas tenu de procéder à la ratification. Donc il n'est pas tenu de faire connaître la norme internationale. Donc il n'est pas tenu de se mettre au service du justiciable algérien. C'est toute la déclinaison qu'il faut en tirer. Bon. Il y a un texte. Il y a bien un texte qui fixe d'ailleurs les attributions du ministre des Affaires étrangères, à la vérité du ministère des Affaires étrangères, car il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères en Algérie, compte tenu de la personnalité de son chef d'État, même s'il est dans le formol. Il y a bien un texte donc qui fixe les attributions du ministre des Affaires étrangères, et qui indique, je cite, qu'il veille à leur publication avec le cas échéant les réserves ou les déclarations interprétatives qui éclairent et accompagnent les engagements pris par l'Algérie. Alors, il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent ma paresse légendaire. Je n'ai pas eu le temps de faire une fouille archéologique dans l'ensemble du journal officiel algérien, mais, sauf erreur, je ne crois pas qu'une réserve à un traité ait été publié, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de réserve. Il suffit de consulter les sources pertinentes pour le savoir. Toujours est-il que ce décret qui fixe les attributions du ministre des Affaires étrangères algérien, il est, en tout cas pour ce qui nous concerne, de nature à confirmer que le chef de l'État n'a pas d'obligation de publier
de publier les textes qu'il ratifie. Et, à bien le dire, hein, il ne met à la charge du ministre des Affaires étrangères qu'une obligation indéterminée. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire qu'il agit par délégation du pouvoir du chef de l'État. De la même façon, il y a des constantes maghrébines, même si le Maghreb ne se construit pas. De la même façon, alors que le préambule de la Constitution marocaine de 2011 indique que les conventions internationales intègrent l'ordre juridique marocain par le double jeu de la ratification et de la publication, je n'ai pas trouvé trace de l'existence d'une obligation de publication qui pèse sur l'autorité en charge de la ratification. De sorte que, comme pour l'Algérie, la crainte, c'est que la publication des traités ratifiés ne se fasse de manière discrétionnaire, de manière aléatoire, et que par ce biais, le pouvoir exécutif omette de manière volontaire la publication de certains textes, de façon à donner à l'extérieur une image engageante, mais de façon aussi à empêcher que la norme internationale pourtant ratifiée ne contamine le droit interne et évidemment ne soit invocable par le justiciable ou l'administrateur. Quant à la Tunisie, sous l'empire de l'ancien droit, la situation qui prévalait, elle était la même que celle que je viens de retracer à propos de l'Algérie et du Maroc. Mais, depuis avril 2014, on peut voir que la publication devient une obligation pour le chef d'État. Le chef d'État est tenu de publier le texte par ordonnance. Pour autant, et pour le peu que je sais lire des textes, il ne s'agit pas d'une condition d'application des traités, ce qui veut dire que la ratification, hein, je dirais, la seule condition de son insertion dans l'ordre juridique tunisien. Toujours est-il que les modalités de réception du droit international dans les systèmes constitutionnels des trois pays maghrébins montrent en définitive qu'il y a cette prééminence, une prééminence absolue du pouvoir exécutif sur le législatif, et bien entendu montre également, ou peuvent montrer, l'absence de rôle des organes et des appareils juridictionnels sur cette question. Et c'est cette construction qui permet d'asseoir le contrôle de la norme internationale dans la perspective de son entrée dans l'ordre juridique national. Et évidemment, à partir du moment où l'État a procédé à ce contrôle, autrement dit, à partir du moment où il a accepté d'intégrer cette norme, à partir de ce moment-là, il va lui assigner une valeur juridique. Il va le situer dans cet ordre juridique pour essayer, comme vous le savez, de donner de la cohérence à cet ordre juridique. Je ne peux pas voir que... Exposer ça dans, il faut aller jusqu'au bout. Ah bon, il faut aller jusqu'au bout, mais je ne sais pas si j'en serais capable. Alors, quel est finalement le positionnement du droit international, conventionnel, agréé, on ne va pas dire ratifié, dans l'ordre juridique de ces pays? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la place du droit international n'a pas été la même, n'a pas toujours été la même dans les ordres juridiques des trois pays. En Tunisie, dès la première constitution, dès l'indépendance, les traités ratifiés se sont vus reconnaître une supériorité par rapport à la loi, que d'ailleurs cette loi soit ordinaire, soit organique, peu importe. En Algérie, il y a eu une évolution. Par exemple, la première constitution fait un silence total sur cette question. Et donc il faut attendre la constitution de 1976 pour qu'on aligne le traité ratifié sur la loi et attendre la constitution de 1996 pour qu'on en arrive à la suprématie des traités ratifiés sur la loi.
Et j'ajoute, parce que, comme on n'est pas dans des états de droit, donc pas dans des états de jurisprudence, que dans une rare décision du Conseil constitutionnel algérien, j'ai pu observer que le Conseil constitutionnel avait convoqué le pacte international de droit civil et politique de 1966 pour neutraliser une loi, c'était la loi électorale, qui avait introduit une discrimination entre nationaux d'origine et nationaux par acquisition, naturalisme. Au Maroc, la situation est encore plus délicate. Dans la mesure où ce n'est qu'à partir de la Constitution de 2011 que le constituant s'est préoccupé du positionnement des traités par rapport au droit interne. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il l'a fait, à mon avis, d'une manière singulière, peut-être même d'une manière étrange. Avant 2011, dans le silence de la Constitution, et sauf consécration d'un traité par loi référendaire, mais je pense que le seul traité par loi référendaire qui avait été le seul traité qui avait été soumis à référendum n'a été que le traité constituant l'Union du Maghreb dit arabe. Avant 2011, un certain nombre de nos collègues marocains avaient pu considérer qu'une convention internationale ne pouvait se substituer à la loi que lorsque l'intégration de cette convention dans le tissu juridique marocain résultait d'une loi, pas d'un laïc. En revanche, d'autres auteurs considéraient que le Maroc, je cite l'un d'entre eux, s'est toujours montré attaché à la légalité internationale, à la primauté de l'ordre juridique international sur l'ordre interne, et donc, mais en se fondant seulement sur des dispositions spéciales, des dispositions plus exactement tirées du Code de la nationalité marocaine, on avait déduit qu'il y avait primauté de l'ensemble du droit international sur l'ensemble du droit interne, ce qui est, me semble-t-il, allait vite en besoin. En tout cas, depuis la nouvelle Constitution, on trouve dans son préambule l'expression d'un engagement donc d'accorder aux conventions internationales, je cite, la primauté sur le droit interne du pays. Alors, bien entendu, la circonstance que le préambule fasse partie intégrante de la Constitution pourrait être de nature, selon l'expression d'un collègue marocain, à réorganiser l'ordre juridique. Mais en réalité, une bonne lecture de ce préambule incite à plus de retenue, pour ne pas dire de circonspection, je crois pour deux raisons. D'abord, première raison, je n'ai pas compris pourquoi cette règle de conflit de normes avait été introduite dans son préambule et non pas dans une disposition de la Constitution, comme on l'observe dans les autres textes, notamment dans la Constitution algérienne et tunisienne, sauf si l'on veut bien admettre, et donc dire, que ce positionnement dans le préambule n'est en dernière analyse que le résultat d'un compromis entre les différentes forces politiques en présence au Maroc, et donc si l'on accepte cette idée selon laquelle les partis d'obédience islamiste on craint une marginalisation d'un certain nombre de constantes, pour utiliser le langage local, et donc on craint finalement une montée en puissance des droits humains ou des droits de l'homme dans le tissu marocain. Et puis en deuxième lieu, deuxième raison pour laquelle j'ai un peu de scepticisme, le texte le texte de la Constitution marocaine, sur ce point, comporte quand même une ambiguïté, donc va ouvrir la voie à la littérature et sans doute à des interprétations. Dans la mesure, en effet, où la supériorité des traités sur les lois doit se faire, je cite encore le texte de la Constitution, dans le respect de son identité nationale immuable, dans le respect de son identité nationale immuable, ce qui est introduire une conditionnalité à la supériorité des traités
par rapport au national, et ce qui évidemment présuppose que l'identité nationale soit déterminable, soit cernable, ce qui suppose encore que cette identité nationale soit invariable. Donc on voit bien qu'il y a une condition, et évidemment la voie a plus d'une interprétation. Voilà, Monsieur le Président, merci de m'avoir donné plus que mon temps, l'essentiel de ce que je voulais vous dire, et qui se résume finalement à dire une phrase. Sans doute, la réception du droit international dans la Constitution est prévue, sans doute le positionnement des traités par rapport à l'ordre juridique est prévu. Bon, mais n'abusons pas trop des effets de papier. Merci beaucoup. Merci.